Effectivement, vaste sujet que la question de l'évaluation des compétences. Et Frédéric, quand tu positionnais cette idée-là, en fait, ce qu'on sait, c'est que évaluer en général, c'est l'une des activités les plus complexes dans la tâche d'enseignant. Donc, on va essayer de la repositionner. Alors, si il y a des questions que vous vous êtes posées depuis qu'on s'est vu, des choses où vous vous dites, ouais, tu sais, ça, c'était vraiment pas clair, vous n'hésitez pas à les mettre dans le clavardage et on pourra les revoir avec Frédéric aussi. S'il y a des choses sur lesquelles vous vous questionnez dans vos équipes, n'hésitez pas. Alors, juste peut-être parce que je veux repositionner, et puis des fois, nos collègues, ils voient les conférences plus tard, donc j'essaye quand même de le positionner pour que tout le monde puisse les suivre. Il y a l'idée de se demander de quoi on parle quand on parle d'évaluation des apprentissages et plus particulièrement dans un contexte d'approche par compétence. Vous m'avez entendu insister sur évaluation des apprentissages. On ne parle pas d'évaluer des étudiants au sens de la personne. On ne parle pas d'évaluer des enseignements ici ou des enseignants. On est bien dans l'évaluation de production. C'est un point important parce que dans la littérature sur l'évaluation des apprentissages, il y a parfois une confusion. Les étudiants ont la perception qu'il y a quelque chose qui est très personnel dans l'évaluation. Et je vous dirais que c'est vrai d'une certaine manière et en même temps, on va tendre vers une tentative d'objectiver, d'instrumentaliser au maximum pour qu'on soit moins dans cette perception de subjectivité. Néanmoins, quoi qu'on fasse, je vais rester honnête avec vous, l'évaluation, elle garde une zone de subjectivité. Ici, tout au long de la conférence, je vais tenter de vous amener des éléments pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut la regarder en étant moins subjectif. Puis, pour moi, c'est aussi l'occasion de vous dire que même pour les personnes ou les équipes qui seraient dans le début d'un basculement dans une approche par compétence ou qui vont s'y mettre un petit peu plus tard l'année prochaine, par exemple, vous pouvez quand même d'ores et déjà réfléchir à la question de l'évaluation pour la mettre dans cette perspective. C'est quand même un élément qui mérite d'être réfléchi. Alors, souvenez-vous, on est bien dans une logique de démarche. Donc, on progresse au fur et à mesure des compétences. On a positionné des questions. Qui est notre diplômé? C'est qui l'étudiant aujourd'hui? Comment est-ce qu'on l'amène à rentrer dans un apprentissage actif? On s'est questionné autour des cibles de formation, de quoi il est question, comment ça se formule, comment est-ce qu'on va l'amener à développer les fameux apprentissages critiques ou les acquis d'apprentissage visés. On s'est posé la question la dernière fois des stratégies d'enseignement et donc d'apprentissage pour y arriver, de la pluralité de ces stratégies dans une approche par compétence qui nous incite à réviser nos maquettes de formation et donc les stratégies pour l'atteinte des fameuses compétences. Et on entre aujourd'hui dans cette porte que sont les stratégies d'évaluation. Vous l'aviez vu peut-être la fois passée quand on avait regardé les tuiles sur le Moodle que Frédéric et moi continuons à travailler pour tenter de vous offrir un parcours, mais on pourrait imaginer d'entrer par la tuile des stratégies d'évaluation. Il y a des collègues qui, par rapport au chemin dans lequel ils sont déjà dans leur programme, ça peut être les collègues des UIT, il y a un collègue avec qui on avait échangé aussi d'une école d'ingénieurs, Galilée, on n'est pas tous au même endroit au même moment. Et parfois, rentrer par la tuile de l'évaluation, ça peut être une tuile vers laquelle on rentre relativement vite. Par exemple, dans certains programmes, j'incite parfois les enseignants à dire, avant de se poser la question des stratégies d'enseignement, on pourrait se poser la question des stratégies d'évaluation. Parce que c'est souvent un peu la dernière partie qu'on laisse de côté en se disant oui, 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 il faudra y réfléchir, mais pourtant c'est un enjeu important. Comment est-ce qu'on va évaluer les compétences? Comment on va les certifier? Comment on va donner du retour aux étudiants là-dessus? Et ce qui est assez intéressant quand on regarde les stratégies évaluatives, c'est que c'est celles qui intéressent le plus les étudiants. Ils ont envie de savoir comment ils vont être évalués, c'est normal. Et le output de sortie, c'est aussi en partie ce qui intéresse, que ce soit nos collègues en maîtrise qui vont accueillir les étudiants de la licence ou que ce soit les milieux professionnels qui se disent, OK, mais donc qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est qualifié au-delà du diplôme? C'est d'être capable de se dire quel est finalement le niveau de compétence développé par les étudiants. Alors, dans cette logique, souvenez-vous, on poursuit donc à partir de nos compétences pour en arriver
à notre référentiel de formation et d'évaluation. On est vraiment dans une structure progressive à ce niveau-là pour voir comment est-ce qu'on amène finalement les étudiants à se développer de plus en plus à travers ce référentiel. Donc, il y a une idée, évidemment, que l'évaluation, ça reste un morceau qui va appartenir aux acteurs. Alors, bien évidemment, aux acteurs de l'université, mais pensez aussi au fait qu'on peut avoir de l'évaluation par différentes personnes, hein. Moodle peut être une plateforme qui vous facilite l'évaluation, qui va même donner de la rétroaction aux étudiants. L'intelligence artificielle, je sais que vous en parlez dans vos cafés pédagogiques, ça peut être un outil qui vous aide dans la création des évaluations et même dans l'évaluation de celles-ci. Par contre, quand je rentre dans une évaluation des compétences, une évaluation plus complexe, vous allez le voir avec des situations authentiques, ben là, ça redonne énormément de sens aux enseignants et aux équipes enseignantes. On ne peut pas le penser dans une logique de déléguer systématiquement l'évaluation à une machine. Ça, vous allez voir qu'il y a l'obligation d'une pensée humaine, en tout cas encore à l'heure actuelle, et j'ose y croire pour longtemps. Donc, dans cette logique, hein, on est bien dans le savoir-agir complexe qui a été formulé avec ses composantes essentielles dans des familles de situations. Ce sont tous les contextes dans lesquels on va agir. On va avoir les trajectoires de développement, les fameux niveaux. Qu'est-ce que l'étudiant est censé avoir développé à quel moment du parcours? Les apprentissages critiques, donc les acquis d'apprentissage visés, avec les fameuses SAE. Alors, c'est souvent écrit mise en situation, mais vous allez le voir, les SAE, c'est quelque chose de complexe et vous l'avez bien entendu aussi lors de l'intervention de Lynn au début du mois de septembre. On n'est pas dans une logique de cumul d'évaluation quand on pense une approche par compétence, mais dans une logique d'intégration des fameuses ressources. Alors, les ressources, c'est une diversité de choses. C'est pas vous, en tant qu'humain, vous n'êtes pas une ressource. C'est le cours que vous proposez, c'est l'UE. Les ressources, ce sont évidemment tout ce qui est à disposition des étudiants. Il y a les éléments de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, des éléments de savoir-devenir aussi que vous pourriez estimer. Donc, l'évaluation, on va la construire finalement pour voir au bout de la ligne, est-ce que l'étudiant peut être diplômé? Est-ce qu'il a atteint les cibles? Est-ce qu'il a réussi son développement de compétences à hauteur de ce qu'on avait proposé pour lui? Et ça veut dire évidemment que on est dans une logique plus collective. Moi, je ne peux pas toute seule dire Frédéric a atteint la compétence parce que dans mon UE, ça s'est bien passé. Je ne peux pas dire Vincent a atteint la compétence ou l'a pas atteinte parce qu'avec mon activité, je ne suis pas capable d'avoir une compétence. Vous vous souvenez, ça n'est pas une UE, une compétence. Je peux avoir évidemment des apprentissages critiques qui pourraient être spécifiques, mais je ne pourrais pas certifier du niveau de compétences développées. Donc, on est dans quelque chose de collectif et ça, c'est le premier point, je dirais, important à retenir, c'est que l'approche par compétence, elle amène une évaluation pensée de manière plus collective. Et c'était intéressant, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui me posait la question en disant, mais dès qu'on rentre dans ce type d'évaluation, il faut quand même accepter que ça va prendre du temps. Et c'est vrai, mais il va aussi surtout falloir accepter de faire confiance aux autres, c'est-à-dire que je ne sois pas le seul détendeur du devoir d'évaluer. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas évalué de manière formelle dans mon cours, mais qui soit évalué de manière informelle ou travaillé dans le cadre de mon cours. Je ne suis pas obligée de tout évaluer tout le temps. Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre du faire confiance au collectif pour parvenir à définir le niveau de compétences développé par l'étudiant. Alors, on est bien dans la logique que pour cette évaluation, elle s'inscrit dans le fameux alignement pédago-numérique. Vous vous en souvenez, on est bien dans notre petit format, hein, les cibles, les activités, les évaluations, nos outils numériques et bien évidemment, sans perdre de vue nos contenus de formation. Et c'est là qu'on va voir que les évaluations, elles vont prendre des formes diverses et variées en fonction de vos contextes, en fonction de votre visée du diplômé, en fonction de votre formulation de vos savoirs-agir complexes. Je n'utilise pas la même chose dépendamment du programme, de la formation dans laquelle je suis. Je ne vais pas nécessairement utiliser les mêmes outils dans un baccalauréat, une licence en sociologie et une licence en biochimie. Et puis, souvenez-vous, ce contexte,
il nous amène à nous rappeler que c'est l'apprentissage des étudiants qui est visé. Les évaluations, elles sont au service de cet apprentissage, c'est-à-dire elles sont là pour m'amener à valider ce que l'étudiant a réalisé comme parcours. Et donc, dans cette logique de stratégie évaluative, je veux juste qu'on s'entende sur un vocabulaire commun. L'idée n'est pas de se prendre les pieds dans les flèches du tapis, mais bien quand même de se dire, OK, de quoi on parle? Tout à l'heure, je vous disais que c'est un mot qui parfois amène une diversité. Il faut se rappeler que l'évaluation, c'est avant tout un processus. Ça n'est pas une note. Ce n'est pas un nuage-soleil, ça n'est pas un positionnement en matière de compétences. C'est un processus complet, l'évaluation, qui aboutira à une présentation sous forme de notes, sous forme de tableau de compétences développées ou chez les enfants sous forme de nuages, soleil, étoiles, whatever, le format de communication. Mais on est avant tout dans un processus complet et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ce processus, il nous amène en fait à recueillir des informations sur les apprentissages que l'étudiant a réalisés. Je collecte d'une certaine manière de la donnée et ces données, je vais les interpréter pour porter un jugement et prendre une décision. La décision, elle pourrait être de l'ordre de la réussite, de l'échec, du passage à l'année suivante. Évidemment, il y a un sens particulier aussi là-dedans qui est le jury. Le jury, il est là aussi pour penser à partir de toutes les données collectées, quelle est finalement la meilleure décision possible par rapport au parcours de l'étudiant? Est-ce que, dans une perspective de réussite au pluriel, quel est finalement ce qu'on lui propose à partir des traces et des preuves qu'on a collectées? Ce processus, il va faire appel à des outils technologiques, l'utilisation bien évidemment potentiellement de plateformes ou d'une diversité d'outils. Comme je vous disais, ça pourrait être aussi un portfolio, tel qu'on le voit par exemple dans plusieurs programmes qui sont en approche par compétences. Et je vous le disais tout à l'heure, dans une perspective formelle et informelle, c'est pas parce que je ne mets pas de notes que je n'ai pas nécessairement envie de faire des choses aux étudiants. Je peux les mettre en activité, ça ne veut pas dire que je dois noter tout le temps. Et il se peut que des fois, je leur propose de les pousser plus loin en disant n'oubliez pas de mobiliser par contre ce que vous avez vu dans le cours précédent avec un autre collègue. Donc, on est dans cette logique-là, avec une visée de permettre aux acteurs finalement de l'établissement d'attester des compétences développées par l'étudiant. Ça, c'est quand même un point important parce qu'il va falloir, en bout de ligne, en tant qu'établissement, dire est-ce que l'étudiant a atteint le niveau de compétence? On vous en parle aussi depuis le début avec Frédéric, c'est quelque chose sur lequel on travaille et on essaye vraiment d'attirer l'attention, que les outils de scolarité vous permettent d'attester du niveau de compétence des étudiants, permettent au collectif de la fonction professorale ou enseignante d'attester du niveau de compétence. Alors, dépendamment des établissements, il prend différents formats. À certains endroits, on a vu des choses comme des compléments au diplôme. À certains endroits, c'est apparu avec un fichier Excel que l'étudiant a récupéré. L'idée avec Apogée, c'était de réussir à faire ça. Pégase devrait nous permettre de réussir à faire des compétences, mais c'est vrai que c'est parfois une frustration dans le système à l'heure actuelle. C'est que les étudiants disent bah, c'est chouette, on a été évalué par compétences. Les enseignants disent on est content, on l'a fait. Et quand on arrive au moment de la production finale, de la visibilité de ces compétences, c'est parfois difficile dans les systèmes plus traditionnels, entre guillemets, ou qui n'ont pas été évidemment programmés dans cette perspective de penser une évaluation par compétences. Donc, il nous faut un peu jongler, mais il y a aussi des établissements dont on pourrait s'inspirer, qui ont fait des choses avec parfois beaucoup de réussite, des fois plus de complexité, mais l'idée n'est pas de rendre le processus plus complexe, mais d'être capable de rendre compte du travail fait et donc collectivement d'attester de ce niveau de compétence de l'étudiant. Je vous rappelle également que l'établissement, il a une responsabilité puisque quand il s'est engagé sur une maquette de formation, sur un programme, il dit voici ce que nous allons travailler avec les étudiants et comment est-ce qu'on s'assure qu'il a atteint les cibles qui sont énoncées, comment est-ce qu'on s'assure de la qualité et de la fiabilité de l'évaluation rendue. Évidemment, l'évaluation, puis je vous l'ai dit depuis le début, c'est vrai en approche par compétence, c'est vrai dans une approche plus traditionnelle parfois, telle qu'on peut l'imaginer, mais on est toujours dans un espace de tension. Une tension entre l'idée qu'on accompagne les étudiants, on les amène à se développer, et puis, à un moment donné, il faudra quand même évaluer. On a un rôle de les amener à se développer,
mais on a aussi un rôle de certification. Donc, c'est certain qu'il peut sembler y avoir une tension là quand on se dit ben, l'étudiant progresse dans son niveau de développement, mais là, tout d'un coup, je le sanctionne. Qu'est-ce qu'on se donne collectivement comme espace tampon pour que cette tension soit viable pour nous? Deuxième élément, c'est donc l'idée de cette logique. Est-ce que c'est de la contradiction ou de la complémentarité? C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui disent, ben, est-ce que c'est nous qui devrions systématiquement évaluer nos étudiants? Parce que là, j'ai l'impression que tout d'un coup, je l'ai accompagné. Et là, je pense aux situations authentiques. J'accompagne des étudiants dans un projet, j'accompagne des étudiants dans le fait de monter une exposition, dans le fait de réaliser une enquête sociologique, la mise en place d'un projet sportif avec des élèves. Et puis tout d'un coup, je vais leur mettre une note. Est-ce que j'ai suffisamment d'objectivité pour mettre cette note? Et cette question d'objectivité, c'est un vrai enjeu, hein, l'idée de est-ce que je me situe du côté de l'instrument ou est-ce que je me situe du côté du jugement? En fait, parfois, on se dit si j'évalue des connaissances dans une posture dite pré-réflexive, disons dualiste, vrai ou faux, est-ce que ça n'est pas plus objectif? Vous allez le voir, je vais vous montrer que même le choix des instruments en eux-mêmes positionne déjà une certaine subjectivité de l'évaluation, mais c'est vrai que c'est un réel enjeu que de réussir à se poser cette question, et encore plus quand on se situe dans une approche par compétence où on pourrait se dire, ben, finalement, si je lis mon savoir agir complexe, établir une relation avec le patient et puis en ayant mes composantes essentielles qui le définissent, est-ce que finalement, je parviens à l'évaluer de manière objective? Est-ce que je peux évaluer ce type de connaissances de manière objective? Imaginons en école de gestion, manager une équipe, il y aurait des composantes essentielles. Comment est-ce que je suis capable d'objectiver ce type de compétences? Dans quel cadre? Et là, vous me voyez venir, évidemment, ça va nous amener à questionner les outils qu'on va mobiliser dans une approche par compétences, dans la même logique que ce qu'on s'est dit la fois passée, c'est-à-dire en complémentarité entre l'équipe d'enseignants qui vont accompagner les étudiants. Je ne suis pas seule dans cette approche par compétences. Je ne suis pas la seule détentrice de devoir dire, mon Dieu, est-ce que les étudiants ont atteint de manière adéquate la cible? Est-ce que les personnes qui sont là sont les bonnes personnes? Est-ce que je me suis assurée que Lucas, il a la cible? Mais c'est collectivement qu'on va s'assurer que Lucas, Sarah, Frédéric ont atteint la cible. C'est donc une responsabilité partagée entre les équipes. Et ça, c'est extrêmement important que vous ne perdiez pas de vue que quand on est dans une approche par compétence, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la co-responsabilité. C'est à la fois rassurant et effrayant, vous me direz, puis je peux tout à fait l'entendre. Alors, dans cette logique, bien évidemment, mon évaluation, elle peut venir à différents niveaux. Elle peut venir pour différentes raisons. Alors, vous le voyez ici, j'en ai évoqué, on pourrait partir avec des modèles plus complexes, hein. Il y en a qui vont proposer bien plus de diversité. Ici, mon but était au moins de positionner 4 grandes fonctions qu'on trouve régulièrement dans les écrits. Dans la littérature sur l'évaluation des apprentissages, on peut l'affiner, mais je crois que l'enjeu n'est pas de faire de vous des spécialistes de la question, mais de comprendre pourquoi j'évalue, à quel moment, puis dans quelle cible. Je peux bien évidemment avoir une évaluation diagnostique. Où est-ce qu'ils en sont les étudiants par rapport à certains acquis d'apprentissage? Je pourrais le découper en disant, mais si je questionne ces savoirs-là, ces savoir-faire-là, ces savoir-être-là, est-ce que je suis capable de positionner mon groupe? C'est ce qu'on va avoir parfois avec les connaissances antérieures des étudiants. Est-ce que je suis capable de comprendre où en sont les étudiants dans leur parcours de développement? C'est ce qu'on appelle l'évaluation diagnostique. À partir de ça, ça va me permettre peut-être de m'adapter, de proposer d'autres exercices. Donc, ça n'est pas une évaluation qui produit une note, mais qui peut être faite sous 2 angles. Moi, comme enseignant, ça me permet de comprendre mon groupe, de le positionner, de savoir où il en est. Et l'étudiant, c'est parfois une occasion de revoir son auto-évaluation.
Ça me permet aussi peut-être d'adapter mon matériel, d'avoir sur la plateforme Moodle une trousse de réactivation des connaissances antérieures avec quelques articles ou quelques vidéos qui touchent à des concepts que vous considérez que les étudiants, par exemple, devraient maîtriser pour pouvoir suivre le cours suivant. Donc, ça peut être des stratégies de ce type-là. Je peux avoir une évaluation dite formative. Alors, elle évolue selon la littérature, elle peut avoir un peu plus de finesse, mais mettons ce gros bloc qui a vraiment pour but d'amener l'étudiant à se poser des questions. Typiquement, dans une approche par compétence, l'évaluation formative, elle permet à l'étudiant de lui donner le pouls de là où il en est. C'est-à-dire que c'est une évaluation qui l'aide dans ses apprentissages. C'est une évaluation qui va lui donner du feedback pour comprendre qu'est-ce qui reste à faire, où est-ce qu'il en est qu'il est dans la bonne direction. Parfois, quand les étudiants sont sur un projet, ça se peut que vous rencontriez les équipes projet. On l'avait vu la fois passée dans plusieurs exemples que vous aviez donnés. Il y avait des projets où les étudiants, ils étaient rencontrés, puis on leur disait, OK, on réaligne les choses. Je me souviens de Vincent qui avait dit, tu sais, des fois, c'est impressionnant quand on fait une présentation blanche, c'était comme un petit test à l'oral, tu avais dit, c'est impressionnant de voir comme parfois les étudiants entendent les commentaires, puis hop, ils se replacent à travers le retour qu'on leur a fait et on constate la qualité de ce qu'ils vont produire dans le temps suivant. On est assez impressionné de voir que les étudiants peuvent se retourner sur un 25 scènes. Donc, c'est une évaluation qui ne va pas être notée, mais qui est vraiment là pour donner, oui, du feedback aux étudiants, pour leur permettre finalement de sentir un peu le pouls de la chose et leur permettre de réaliser des apprentissages. L'évaluation sommative, c'est une évaluation, vous le voyez, qui va valoir des points. Autrement dit, elle va rentrer potentiellement dans la notation de l'étudiant. Je vous rappelle que la notation, c'est ce qu'il y a au bout de la ligne, hein. Ce n'est pas la totalité du processus évaluatif, mais ici, on est bien dans l'idée d'une évaluation qui va participer à la notation de l'étudiant, qui va valoir du poids, un pourcentage des points. Et puis, vous avez la dernière fonction qu'on voit dans plusieurs programmes, et on le voit évidemment dans une approche par compétence, c'est celle qu'on va appeler la certificative. Quand on se situe dans la certificative, on est quelque chose où on se dit, mais si l'étudiant échoue cette activité-là, et il n'y en a pas beaucoup dans les programmes de formation, qu'il soit par compétence ou sous un autre format, il ne peut pas poursuivre son parcours. Alors, la mise en pause du parcours, l'arrêt du parcours peut prendre diverses formes, hein. Mais par exemple, un stage, ça va parfois être de nature certificative, c'est-à-dire que c'est un peu un pass or fail, échec ou réussite. Ça ne veut pas dire après qu'on ne peut pas qualifier la réussite, mais l'étudiant ne peut pas échouer cette activité-là. Elle fait partie de la certification. On va l'avoir parfois dans une approche par compétence à travers le portfolio. À certains endroits, on pourrait imaginer la soutenance d'un stage, le stage en lui-même, le mémoire professionnel, dans certains endroits, va devenir une évaluation dite certificative. Vous comprenez qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que s'il y en avait beaucoup, ça veut dire qu'on mettrait à chaque fois l'étudiant en tension. Mais on va avoir dans certains programmes de formation aussi des compétences qui doivent absolument avoir atteint le niveau attendu, par exemple, au bout de la première année, parce qu'on considère que c'est un élément clé dans le parcours. Donc, les choses peuvent avoir des poids différents au niveau de cette certification. Toutes les activités pédagogiques proposées aux étudiants ne valent pas le même poids. Et j'y mets des guillemets, entendez-moi bien. Quand je dis les activités, ce n'est pas en termes de qualité, mais c'est les activités évaluatives. Certaines vont avoir un enjeu majeur parce qu'on considère qu'elle est une clé. Dans certains programmes de formation, les SAE vont devenir des activités, donc les situations d'apprentissage et d'évaluation, vont devenir des moments charnières. Si l'étudiant était en échec face à ces activités, eh bien, il pourrait avoir quelque chose qui lui est proposé pour aller retravailler certains contenus ou avoir l'opportunité de reprendre une activité pédagogique dont il aurait besoin pour pouvoir solidifier un certain nombre d'éléments qui lui avaient échappé en vue d'atteindre la cible attendue dans la SAE. Donc ça,
c'est ce qu'on va trouver autour des fonctions, des 4 grandes fonctions de l'évaluation. Bien évidemment, vous allez les utiliser de manière diverses et variées dans vos programmes de formation, certaines peut-être plus que d'autres, hein, ça dépend toujours des activités que vous menez. On sait aussi qu'il y a des milieux où il y a des choses plus systématiques. Ça se peut que vous me disiez, ben moi, dans mon programme de formation, il n'y en a aucune certificative. C'est tout à fait possible. Il y a des collègues qui vont pratiquer beaucoup l'évaluation formative. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre, évidemment, du contexte. Hein. Vous vous souvenez, dans mon petit alignement pédago-numérique, il y avait cette idée du contexte de formation. Si vous êtes au Québec, l'évaluation formative, elle est énormément pratiquée. Il y a des programmes de formation même qui imposent, alors j'y mets des guillemets parce qu'évidemment, nous avons toujours une certaine forme de liberté académique, mais disons qu'il y a une habitude d'avoir ce type d'évaluation tout au long du programme de formation. Donc, c'est un positionnement de programme et ils vont considérer que ça augmente la qualité des évaluations finales et donc ils y voient un avantage. Tout dépend évidemment comment vous l'envisagez. Mais entendez-moi bien, l'évaluation formative ne veut pas dire une pré-évaluation. Donc, ça aussi, c'est important. C'est un élément clé dans les programmes et particulièrement quand on est dans une approche par compétences, il faut veiller à ce que ça ne devienne pas trop chronophage. L'idée, c'est d'aiguiller les étudiants, mais pas de commencer à faire de la micro-évaluation sur chaque petit morceau pour l'enligner indéfiniment. Il y a quelque chose à un moment donné, on doit prendre un pas de recul puis se dire voilà un temps où je peux faire une évaluation formative pour lui permettre de se développer, mais je ne pourrais pas maintenir ça sur tous les points tout au long, par exemple, du semestre, des 2 semestres ou des 3 semestres sur lesquels pourrait durer un projet. Tout à l'heure, je vous ai parlé de processus et donc s'il y a un processus, il y a forcément une démarche évidemment qui vient. Et cette démarche, elle s'organise vraiment entre dès le moment où je planifie mon évaluation. Et c'est une vraie question hein, dans la démarche qu'on vous propose avec Frédéric sur la construction de votre parcours en approche par compétences. Il y a un véritable enjeu. Comment je les évalue? Et donc, comment je planifie mes évaluations? Qu'est-ce que j'évalue? Comment je les évalue? Quand je l'évalue? C'est une vraie question et vous allez voir qu'en approche par compétences, on va se questionner sur je ne peux plus tout évaluer tout le temps. Je ne peux pas être seule dedans. Comment je planifie une évaluation qui soit plus large pour pouvoir regarder des savoirs agir complexes ou à tout le moins inférer le niveau de développement à partir des acquis d'apprentissage que je vais évaluer? Donc, c'est un véritable enjeu que de penser une planification. Et ces planifications, vous allez voir, on va vous amener à planifier des SAE sous différents formats. Elles peuvent être pensées en amont de l'enseignement. Tout à l'heure, je vous disais qu'un des enjeux de l'évaluation, c'est que c'est souvent la dernière pièce hein, de l'édifice. Et c'est souvent celle où on se dit, ça ne me tente pas. Et par expérience, je vous dirais que quand un prof n'a pas préparé son évaluation avant l'examen et qu'il le fait la veille, l'avant-veille ou 3 jours avant, dépendamment de combien de temps il va falloir pour l'imprimer, le photocopier, puis que ça soit dans son amphi. Moi, je dis toujours aux étudiants, travaillez surtout les 5-6 dernières séances de cours. C'est là qu'il y aura le plus de questions. Et en fait, statistiquement, c'est le cas parce qu'on sait qu'on va plutôt interroger sur ce qui est frais dans notre mémoire, sur ce qu'on a fait plus tard dans le programme, sur ce qui nous semble plus complexe. En général, il n'y aura aucune question sur les 2 premières séances. Donc ça, c'est un truc des fois qu'on va donner aux étudiants, tandis que si vous planifiez votre évaluation dès le début, au moment de la planification de votre enseignement et des acquis d'apprentissage visés, mais vous allez être beaucoup plus ouvert face à ce que vous allez évaluer. Vous allez proposer des situations plus complexes. Donc, on va collecter des informations avec une diversité d'outils. Rappelez-vous que si j'ai 4, 5 ou 6 compétences dans mon programme, bien évidemment, je n'aurai pas que 4, 5 ou 6 évaluations. Je vais avoir une diversité d'évaluations qui vont me permettre d'inférer ce niveau de compétences développé par l'étudiant. Je vais donc les analyser, les interpréter, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour porter un jugement et prendre la fameuse décision. Alors, si on décompose cette démarche, je dois donc clarifier mes acquis d'apprentissage, on en a pas mal parlé, je dois aller observer, c'est-à-dire choisir les instruments que je vais mobiliser, et puis je dois réussir à les interpréter. Alors, quand je suis dans cette idée, hein, si je rentre, et là, il faut que vous imaginiez un peu comme la fois passée, qu'on passe à la fois dans du micro et dans du mezzo. Donc, il y a votre unité d'enseignement, mais comment elle se rattache aux compétences et
comment elles nourrissent les compétences et les niveaux de compétences, je vais amener l'étudiant à faire des apprentissages qui vont aller de la surface à la profondeur. On ne se le cachera pas, on sait qu'on est plutôt dans cette logique-là et il y a toujours des apprentissages de surface. La vraie question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on a envie que les étudiants maîtrisent en profondeur? Et dans une approche par compétences, ça va souvent se mobiliser à travers les apprentissages critiques, ce qu'on va appeler les fameux acquis d'apprentissage visés, les composantes essentielles qui vont être des moyens d'aller valider un certain nombre d'éléments et donc questionner les savoirs, savoir-faire et savoir-être que vous voudriez que les étudiants pratiquent. Et puis, ça va être à travers les fameuses SAE, les situations d'apprentissage et d'évaluation. Et je vais me reculer de plus en plus pour avoir le portrait de la situation. Je vous l'avais montré la fois passée, on trouve 3 grands domaines en général, le cognitif, l'affectif et le pratique. On va mobiliser différents cadres ou référentiels modèles pour aller les chercher. Et plus je veux que ça soit en profondeur, plus j'amène l'étudiant évidemment à réfléchir sur le processus, à adopter des pratiques, à ce que je sois capable de les observer et à perfectionner même certains éléments qu'il pourrait mettre en œuvre. Et donc là, on va complexifier les situations dans lesquelles les étudiants vont se retrouver. Évidemment, il faut que vous ne perdiez pas de vue que pour faire ça, on va toujours se baser sur nos acquis d'apprentissage visés. Je sais que j'insiste, mais c'est la clé. Parce que si je veux vraiment évaluer ce que je dis que je vais évaluer, et si j'ai bien fait ma cohérence entre ma définition de mon savoir agir complexe, comment il se représente à travers mes fameux acquis d'apprentissage visés, forcément, il me reste à aller aligner mon dernier morceau pour m'assurer que j'évalue bien ce que je dis que j'évalue. Et puis, ça va me permettre de remonter mes compétences. Vous l'aurez compris comme moi, si je suis à récupérer de l'information tout en bas, je ne suis pas de l'ordre de la compétence. Quand je suis dans une logique de conception d'une méthode ou d'un produit original, je suis de l'ordre de la compétence. Plutôt au niveau cognitif, vous vous souvenez, la taxonomie de Bloom, elle se situe effectivement essentiellement au niveau des apprentissages ou des cibles cognitives, mais je vais être vers quelque chose de beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Donc, plus je vais être dans le haut de la pyramide, plus je vais m'approcher d'une évaluation des compétences. Évidemment, vous l'aurez aussi compris, si je suis dans l'idée de produire un produit original, je dois avoir un minimum de connaissances. Je dois comprendre des choses. Je dois être capable d'avoir fait certaines analyses. Donc, la taxonomie de Bloom, elle est dans quelque chose ici qui va du plus simple au plus complexe. Elle nous amène à prendre conscience que je n'ai pas nécessairement besoin de vérifier certains éléments de l'ordre de la connaissance de l'information, puisque je suis une coche au-dessus avec l'idée d'aller concevoir quelque chose d'original. Donc, vous voyez, elle va me permettre finalement de dire, mais oui, j'ai vérifié la compréhension de l'étudiant indirectement. Je suis allée chercher de l'information de manière indirecte. Donc, vous le voyez, l'approche par compétence, elle ne dit pas double les évaluations. Elle dit, si tu fais une évaluation de plus haut niveau, tu infères évidemment que les niveaux antérieurs sont compris, construits, acquis. Alors, vous pourriez me dire, ouais, mais peut-être que je peux me tromper et puis qu'il ne connaît pas l'ensemble de l'information. Non, mais on n'est jamais en évaluation de la totale. Imaginez un cours de 45 heures, vous n'interrogez pas l'étudiant sur exactement tous les contenus du 45 heures. Là, vous pourriez me dire, oui, mais je fais tous les chapitres. Oui, mais pas tous les contenus. Ce serait impossible. Donc, dès ce moment-là, on fait des choix. Quand je vous parlais tout à l'heure de se dire qu'on est les plus objectifs possibles, dès qu'on choisit des choses, on fait part d'une certaine subjectivité. Est-ce qu'on choisit les contenus parce que c'est les plus complexes, les plus compliqués, parce qu'on juge que c'est les plus essentiels, parce que c'est ceux qui sont les plus faciles à évaluer? Vous pourriez avoir une série de critères qui vous amènent à faire certains choix, des critères qui sont même souvent inconscients. Donc là, la question qui se pose, c'est quels sont finalement les acquis d'apprentissage qu'on a nommés pour permettre de valider ou d'inférer le niveau de compétence des étudiants. Donc, c'est extrêmement important de ne pas perdre de vue notre fil. En partant de ces acquis d'apprentissage, je vais donc remonter vers les compétences et réaliser qu'il va me falloir une diversité de choses pour le faire. Parce qu'à nouveau, je ne pourrais pas, à partir d'une seule SAE, dire « c'est bon, j'ai validé le niveau de compétence de l'étudiant ». Donc là, ça m'amène à me dire qu'il va me falloir des méthodes et des outils.
On peut se dire, oui, mais alors, comment est-ce qu'on fait? Il va y avoir une multiplicité d'évaluations. Il y en a toujours. C'était l'idée fondamentalement du contrôle continu qui voulait engager les étudiants dans le processus évaluatif. Je dirais que là où le contrôle continu a peut-être un petit peu péché, si je peux me permettre, c'est de dire, bon, eh ben, pour engager les étudiants, je vais lui proposer une multitude de petites évaluations toutes les semaines pour le motiver. Et donc là, on se retrouve avec un quiz à 3 points, un truc à 4 points, un enjeu à 5 points, 3 points, 2 points, 1 point. Et des fois, l'étudiant, il se dit, mais pourquoi je me ferais suer à rentrer là-dedans pour aller chercher 3, 2, 1 point? Alors vous allez me dire, oui, mais au fur et à mesure, il commence à en avoir des points cumulés. Sauf que lui, il se dit, bah, tant qu'à ça, je vais viser ceux qui valent beaucoup de points. Vous le voyez ici, je vous ai mis un exemple de la faculté de génie, département de génie informatique et électrique chez nous à l'université de Sherbrooke. C'est un programme qui est en approche par compétences. Alors, je vais quand même vous dire qu'il n'est pas formulé sous ce mot-là parce que c'est un enjeu. Donc, il y a un bureau d'accréditation des programmes de génie canadien. Donc, c'est l'équivalent de la CTI, c'est le BCAPG. Mais le BCAPG, il est donc francophone, anglophone. Hein. Ce qui amène un certain enjeu parce que les anglophones n'avaient pas beaucoup d'enjeux sur le mot compétence par rapport à ce qu'on peut trouver dans la littérature francophone. Donc, afin de rendre les choses, ils s'étaient entendus sur le mot qualité. Mais elles sont formulées comme des compétences. Alors, pas toujours aussi bien que ce qu'on le voudrait, hein, dépendamment des universités, je ne vous le cacherai pas, mais il y a quand même une logique d'approche par compétences. Et vous le voyez dans cette idée-là, donc eux fonctionnent en apprentissage par problème et par projet. Ce sont les stratégies pédagogiques qu'ils ont choisi de mettre en place avec d'autres activités, mais c'est le cœur de leur activité. Et puis, ils vont avoir des projets, des stages. Vous le voyez, il y a du temps de travail en individuel, il y a du collectif, il y a de l'écrit, il y a de la pratique, il y a de l'évaluation par les pairs. Il y a une diversité finalement de produits qu'ils vont proposer, une diversité de situations d'apprentissage et d'évaluation dans lesquelles ils vont mettre les étudiants. Vous le voyez, il y a un choix aussi d'avoir du formatif et du sommatif dans la posture de travail, puis d'amener l'étudiant vraiment. Ils sont partis des référentiels métiers tout en ayant une vision, évidemment, du diplômé, en faisant des choix dans les possibilités. Alors, dans cette idée de multiplicité, il y a quand même toujours cette tension, je vous en ai parlé tout à l'heure, entre objectivité et subjectivité. Et elle vient en fait avec une mise en perspective de l'autre bord qui est entre contextualisation et décontextualisation. Quand je suis décontextualisée, je suis vers l'outil le plus objectif possible, c'est-à-dire que j'évite tout contexte et j'ai l'outil le plus froid et le plus neutre possible. Plus je vais être en situation contextualisée, plus je rentre dans une forme de subjectivité. Imaginons que je sois un questionnaire avec des questions à choix multiples très basiques. Et puis de l'autre bord, une situation où je fais une observation d'un étudiant qui ferait une simulation d'entretien d'embauche dans une langue étrangère. On est dans quelque chose, évidemment, de beaucoup plus subjectif. Et là, il y a une diversité d'outils, ça n'est pas du tout arrêtez cette liste-là, hein. Ce sont des idées qui sont proposées. Vous aurez accès à mon PowerPoint, il n'y a pas d'enjeu, mais vous le voyez, plus je suis vers de l'objectivité, plus je suis dans des évaluations, je remets des gros guillemets, de type simpliste, qui vont faire appel à des apprentissages plus en surface et à des stratégies d'apprentissage qui soient moins complexes. Évidemment, vous l'aurez compris, je suis moins dans une approche par compétence quand je me situe au niveau décontextualisé, puisque la situation d'apprentissage et d'évaluation dans des familles de situations, elle se veut justement amener l'étudiant à être dans la situation la plus authentique possible. Donc, plus je suis vers le bas ici de ma diapositive, plus ça va correspondre à une approche par compétence. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne peux pas travailler avec l'étudiant sur d'autres outils et méthodes d'évaluation. Ça ne veut pas dire que dans les différentes activités pédagogiques, il n'y a aucune possibilité de faire appel à ce type d'outils. Mais je ne pourrais pas ne proposer que le haut de ma diapositive. On aurait une problématique, on ne pourrait pas inférer le niveau de compétence. Et on ne peut pas non plus dire, et je vous le dis parce que je pense que c'est quand même important,
On ne peut pas remballer en se disant oui, mais alors en fait, le bas, c'est pas compliqué, c'est toutes nos compétences dites transversales. Donc ça va, les collègues qui font méthodologie du travail universitaire, compétences informationnelles, enjeux de transition écologique. Ben non, en réalité, l'approche par compétences, elle est sur l'ensemble du programme de formation. Donc, l'ensemble des UE sont concernés. Toutes les UE sont contributives pour les différentes compétences que nous avons énoncées et pour la vision du diplômé. Donc, on va être dans quelque chose qui va nous permettre de mobiliser collectivement différents outils, puis de se dire, à nouveau, on n'est pas obligé de tout faire tout le temps. Bien évidemment, à l'autre extrême, et c'était un peu ça que le contrôle continu avait aussi pour vision de contrer, il y avait une idée d'engager les étudiants, mais il y avait aussi une idée de se dire, mais je ne pourrais pas mettre tous mes points sur une seule évaluation. Vous savez, moi, quand j'ai fait mes études, c'était un gros classique. Tous les points étaient mis sur un seul examen final. Évidemment, ça veut dire qu'un étudiant qui n'est pas bien cette journée-là, pensez aux étudiants à besoins particuliers dont on a parlé à la toute première séance, ça veut dire que quelqu'un qui vit un stress, une anxiété, mais ça fait en sorte que tous les œufs sont mis dans le même panier à intenter. C'était pas très juste comme processus. C'était ça l'idée aussi du contrôle continu, de dire il nous faut proposer une diversité. Il me faut avoir des données diverses pour pouvoir porter mon jugement et prendre ma décision. Je ne peux pas le faire sur un seul outil. Donc ça, c'était l'élément. Donc, vous le voyez ici, et quand on travaillera avec les équipes et les collègues sur les outils d'évaluation, on se posera qu'est-ce qu'on fait déjà actuellement dans nos milieux et qu'est-ce qu'on pourra mettre en place. La fois passée, quand on a parlé de stratégie d'enseignement, on a vu aussi des collègues qui avaient des stratégies évaluatives qui allaient déjà dans le sens d'une approche par compétence. Donc, on pourra leur regarder, voir comment collectivement on peut développer ce type d'approche. Évidemment, si je croise mes domaines, mes niveaux, donc du plus en surface au plus en profondeur, et mes méthodes d'évaluation, mes outils, eh bien, je vais pouvoir me construire une forme de tableau. À nouveau, je vous le dis, c'est une construction. Elle pourrait être discutée. Vous pourriez me dire, oui, mais moi, quand même, quand je vais en compréhension, je peux faire des questions à choix multiples qui permettent de vérifier la compréhension. C'est tout à fait vrai. Il y a des QCM dits intelligents. Je pense à des collègues de médecine qui, des fois, proposent 24 choix aux étudiants. On n'est pas dans l'ordre du hasard avec 4 solutions très, très faciles, avec une vignette clinique, 24 choix, puis toute une démonstration de la compréhension des processus. Donc, vous avez raison. L'idée, ce n'est pas de commencer à discuter de chaque bout, mais de réaliser que plus je tends vers des outils simples, moins je vais aller vers les apprentissages en profondeur et vers les compétences. Et je me suis permise tout en bas d'aller vers cette idée de compétences qui ramasse tous les domaines. Je vous rappelle qu'on parle de savoir agir complexe, où on voit typiquement en termes d'outils les situations d'apprentissage et d'évaluation et le portfolio. Le portfolio, c'est tout un enjeu. C'est un enjeu qui n'est pas toujours simple à appréhender. Les collègues dans les IUT le font. Il existe aussi dans d'autres formations où on met le portfolio. Il y en a qui l'ont depuis de nombreuses années. Ça reste un enjeu, puis ça reste qu'il faut le construire intelligemment. Le portfolio, si ce n'est que comme outil, il ne répond à rien. Il est le moyen d'évaluer des compétences, mais il faut le construire, c'est-à-dire dépasser l'outil pour penser la démarche portfolio et voir ce qu'elle comporte d'intelligent en matière d'approche par compétences. Vous pourriez vous dire, oui, mais enfin là, on est déjà loin. Nous, on n'a même pas encore nos compétences. Sauf que parfois, quand on réfléchit à nos méthodes évaluatives, quand on voit ce qu'on met en place, on se dit, hey, mais quand on fait ça, pourquoi on le fait et remonter à la construction des compétences. Je vous rappelle que l'idée, c'est de trouver notre cohérence, d'avoir notre alignement dans notre processus. Les tuiles qu'on vous propose dans le Moodle, on y a mis une certaine logique, mais ça ne veut pas dire que des fois, on ne peut pas se dire, tiens, moi, celle-là, elle me parle, je vais essayer de remonter mon fil pour aller valider. L'idée, c'est qu'à la fin, toutes les tuiles de votre parcours s'alignent, qu'on soit capable de la voir, cette cohérence. Et donc, on peut aussi entrer parfois par l'évaluation pour s'aider à avancer, puis se dire, attends, là, on achoppe un peu, on ne sait pas comment le formuler, on va aller checker qu'est-ce qu'on fait en matière d'évaluation. Alors, quand on est dans cette logique-là, je suis repartie avec un exemple que vous connaissez bien maintenant, nos collègues de logopédie à l'Université de Liège. Je vous rappelle qu'ils ont 5 années de formation, qu'ils ont 5 compétences. Je vous rappelle que c'est un système qui se base, eux, sur le baccalauréat 3 ans
et puis leur master 2 ans, mais que les étudiants poursuivent parce que pour avoir accès au titre de logopède, il faut qu'ils fassent les 5 années, qu'ils ont défini donc 3 niveaux de développement, le niveau novice à la fin de la 2e année de baccalauréat, intermédiaire à la fin de la 3e année de baccalauréat et compétent à la fin de la 2e année de maîtrise. Ils ont donc, vous le voyez ici, défini leurs apprentissages critiques pour une de leurs compétences. Et ici, ils ont, vous le voyez, les ressources. Ce qu'on voit à droite de mon écran, hein, sciences médicales, sciences psychologiques, sciences humaines, démarches scientifiques et pratiques cliniques, ce sont leurs ressources qu'ils ont regroupées. À l'intérieur de ça, on pourrait avoir différents yeux, mais où ils ont vu voir les thématiques qui étaient travaillées par les étudiants si on est dans ils ont fait un pool. Et puis, vous le voyez, on va voir pour les apprentissages critiques, où est-ce qu'ils font des évaluations du type SAE, donc les carrés rouges. Vous le voyez, par exemple, à la fin de Bac 2, pour cette compétence-là, pour identifier les dispositifs de prévention, il propose une SAE qui se fait au niveau des activités d'intégration professionnelle en situation. Alors évidemment, il la scénarise. Vous le voyez qu'à d'autres endroits, par contre, il y a plus d'occasions d'essayer. Donc, ça va dépendre des années, ça va dépendre des apprentissages critiques, ça va dépendre de la compétence dans laquelle ils sont. On n'est pas systématiquement avec le même nombre. Ça se peut qu'on fasse des choix. Je connais des programmes qui m'ont dit, moi, je vais mettre en place une SAE par semestre, mais on n'en fera pas plus pour commencer parce qu'on a besoin de se positionner. Ça peut être aussi un certain nombre d'éléments du contexte qui nous amènent à prendre en considération qu'on doit prendre en considération et qui nous amène à faire des choix. Mais il faut quand même qu'on ait une logique pédagogique en arrière de nos choix. Ça ne peut pas être qu'une logique administrative, je me permets de le dire clairement. Alors, vous le voyez, ils vont définir ces SAI. Maintenant, vous pourriez dire, mais c'est quoi finalement des SAI? Donc, ce qu'on sait, et c'est Préjean et ses collègues qui reviennent là-dessus, c'est se rappeler que quand on se parle de SAI, c'est penser qu'on propose des activités authentiques. Qu'est-ce qu'on entend par activité authentique? C'est des activités réalistes qui fassent du sens, c'est-à-dire une activité qui soit pertinente. C'est une activité qui va simuler le contexte d'une situation de travail complexe. Ça pourrait être aussi une simulation par rapport à un étudiant qui rentrerait dans un master. C'est quoi qu'il est censé faire quand il va arriver là? Comment je peux m'assurer qu'il a développé les compétences déjà pour pouvoir s'inscrire et poursuivre son parcours dans un master. Évidemment, si je suis en UIT, je vais avoir une situation de travail qui soit liée à nos fameuses familles de situations, certains contextes. On ne peut pas tous les travailler, on fait des choix. Je vous parlais de subjectivité, ça fait partie de la subjectivité. Et puis, c'est une activité où on va s'attendre à ce que les étudiants réalisent une production. Donc, on n'est pas de l'ordre de la restitution, on est bien de l'ordre de la production. Il va y avoir une forme de produit original de l'étudiant. Elle peut prendre différents formats. Elle peut prendre le format d'un projet, elle peut prendre le format d'une exposition, elle pourrait prendre le format d'un portfolio, elle pourrait prendre le format d'un article de vulgarisation scientifique, elle pourrait prendre une diversité de formats. Les SAE, elles n'ont pas des formats prédéfinis, mais elles vont permettre aux étudiants de produire et donc de produire des choses originales. La semaine dernière, j'ai vu des enseignants qui, dans un des domaines du génie, proposaient un projet de conception, c'est leur SAE. Et alors est arrivé évidemment ce qui arrive parfois, il y a des étudiants qui ont fait appel dans un groupe à l'intelligence artificielle, non pas pour réaliser le projet, parce qu'ils étaient très, très emballés pour le projet, mais pour construire l'introduction de leur travail. Alors les enseignants, évidemment, m'ont dit, on s'en est tout de suite rendu compte, parce que l'écriture de l'IA, elle était claire. Et quand ils ont interrogé les étudiants, l'idée, ce n'était pas de les sanctionner, c'était de comprendre pourquoi ils l'avaient fait. Et en fait, les étudiants ont dit, et l'étudiant qui l'a proposé, il a dit, on est arrivé au bout du projet et on ne savait pas comment construire une introduction. On n'avait pas vraiment d'idée de comment on fait, donc on a utilisé l'IA. Et ce que les enseignants se sont dit, c'est ça fait du sens, on comprend la pertinence de l'avoir fait, ça ne retirait en rien la qualité du projet, ni des traces et preuves qu'ils avaient déposées dans le développement qu'ils avaient fait,
mais ils ont dit l'année prochaine, on va les aider à mieux comprendre qu'est-ce que c'est qu'une introduction. Nous, ça nous semble évident, ça ne l'est pas pour des étudiants de 3e année de licence, visiblement. Donc, c'était intéressant aussi de voir que sur la production, on pouvait se poser des questions qui étaient de l'ordre de l'amélioration de la SAE suivante. Alors, dans cette idée, la SAE, et je me suis permise de reprendre du guide de Georges Epoumet, c'est vraiment l'idée que les étudiants vont devoir mobiliser les ressources. Donc, ressources internes, ressources externes, hein, ils vont devoir aller dans les différentes UE qu'ils ont vues, ils vont devoir peut-être poser des questions à des enseignants, ils vont devoir se questionner, s'auto-positionner. Donc, il y a vraiment un choix d'amener l'étudiant à se mettre les mains dans le cambouis. Il va devoir passer à l'action. Il ne peut pas juste répéter des connaissances. Il va devoir vous montrer comment il les mobilise adéquatement, quel est le choix qu'il fait et donc comment il produit des éléments cognitifs de haut niveau. Donc, les stratégies d'apprentissage qu'il va mobiliser, on s'est parlé de stratégies d'apprentissage la fois passée, c'est vraiment des stratégies de haut niveau. Et pour faire ça, comme la situation est complexe pour développer les compétences, eh bien, nous allons être plusieurs collègues à proposer cette situation d'apprentissage et d'évaluation. On en a vu des exemples la fois passée, hein, dans les exemples de 2 collègues qui nous partageaient. Il y a vraiment des situations où tu te dis, en fait, il n'y a pas de raison que ce soit uniquement dans mon UE, ça pourrait très très bien être mutualisé entre plusieurs parmi nous et ça ferait beaucoup de sens et on pourrait être plusieurs à corriger les travaux et ça ferait du sens parce qu'on comprend ce que les étudiants vont produire. Je vous donne un exemple que j'ai vécu récemment, des enseignants en environnement. Et puis, il y a un des enseignants qui vient de droit, une enseignante qui vient de politique, puis une enseignante qui vient de biologie. Et ils ont vraiment construit une SAE où tous les 3, leurs disciplines sont mélangées autour d'une étude de cas dans ce qu'ils ont fait comme choix. Et chaque enseignant intervient pour une portion dans l'évaluation dans laquelle ils se sentent à l'aise, mais il y a des portions qui sont partagées en commun parce que ce qu'ils ont demandé aux étudiants de produire, ils disent si on était dans un milieu professionnel, ça existerait. On ne peut pas être spécialiste de tout, mais on doit quand même avoir une visée d'un certain nombre d'éléments. Donc là, on est de l'ordre d'un outil qui va nous permettre d'évaluer les compétences et d'être plusieurs autour de cette posture d'évaluation des compétences. Donc, on va choisir collectivement une SAE. Comment est-ce qu'on s'entend? Alors, collectivement, ça peut déjà être 2 collègues, hein, nos collègues des IUT, ils ont fait des choix parfois à partir de ce qu'ils avaient. Vous savez, les conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés, qui étaient quand même relativement complexes, et ils ont choisi donc une SAE. Ils ont défini qu'est-ce qu'ils allaient choisir. Est-ce que ça allait être un projet? Est-ce que ça allait être une mise en situation? Est-ce que ça allait être une étude de cas, une présentation orale? Ils ont fait un choix. Ensuite, on va déterminer le livrable. Qu'est-ce que l'étudiant doit produire? C'est quoi qu'on veut avoir au bout de la ligne? Là, on est à l'idée du produit. Et puis, dans le produit, l'étape d'après, c'est faire le lien avec les apprentissages visés. On vient au processus. Qu'est-ce qu'on va aller évaluer dans le processus? Comment, à travers le produit, je peux voir ce que les étudiants ont appris, acquis, développé? On va cartographier les ressources, dire quelle UE est contributive à ça, qui parmi nous participe à cette SAE, et puis on scénarise en tant que telle l'activité. Là, des fois, dans la scénarisation, c'est 2 collègues qui se disent « Ok, moi, je vais faire un premier shot, puis je vous l'envoie, puis vous réagissez. » Tu sais, l'idée, c'est qu'écrire à 25, c'est pas possible, on s'entend bien. Si j'ai une SAE partagée entre 4 enseignants, les enseignants dont je vous parlais tout à l'heure dans la formation en environnement, il y a une des enseignantes, celle de politique, qui a dit « Ok, moi, je fais une première production possible de l'étude de cas proposée aux étudiants, puis vous allez réagir, on va les compléter, on va leur affiner nos questions, le produit final. » Mais ils avaient déterminé ensemble les premières briques. Hein. Donc, ils avaient fait le choix de la SAE, choisi le livrable, fait le lien. Chacun devait identifier les apprentissages visés dedans. On connaissait les ressources ici, elles étaient clairement identifiées. Puis une enseignante a fait un premier tour d'activité. Et l'idée, c'est de diversifier les possibilités qui sont offertes à l'étudiant pour qu'il y ait différents formats de SAE tout au long de mon parcours de formation, en fait. Alors, dans cette logique-là, là, à nouveau, je vous ai remis un exemple de Préjean et ses collègues. Christelle, je t'arrête là, parce que là, tu parles de progression. Il y a une question d'Isabelle. Ah, parfait.
que je trouve intéressante à ce stade de ta démonstration, elle dit, en fait, l'évaluation telle que tu la présentes comme ça, à travers une SAE, ça correspond à une évaluation à un instant T. Il n'y a pas une forme, dit-elle, d'évaluation chronologique ou évolutive. Donc ça, c'est cette question par rapport à ce que tu viens de dire. Et puis une autre réflexion d'Isabelle aussi et de Delphine, qui parle plutôt en fait des conditions que l'institution met sur les missions de l'enseignant, à savoir avec des formats de 3 heures très imposés qui donnent peu de souplesse à une liberté pédagogique. Et c'était quoi l'autre sujet? Du temps de mission plus consacré au cours qu'à l'évaluation. Ça, c'est une question de Delphine. Alors là, je me fais le porte-parole, mais Delphine et Isabelle, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Hein. Donc, un format qui n'impose pas cette souplesse nécessaire et une question sur la progression de l'évaluation dans le temps. Hein. Oui, tout à fait. Alors, dans certains programmes, d'ailleurs, on va voir même la même SAE qui est proposée aux étudiants et qui va se complexifier pour voir la progression. Parce que tu as raison, Isabelle, c'est à un temps T que je vais évaluer. C'est-à-dire qu'à un temps T, je vais inférer le niveau de développement de l'étudiant. Et c'est justement dans cette idée de niveau de développement que normalement, je vais voir la progression, soit avec la même SAE ou le même type de SAE, soit avec d'autres parce que je considère que j'ai besoin d'aller vers ça. Mais en effet, toute évaluation, elle est toujours à un temps T. Ça, on ne peut pas le perdre de vue et c'est l'un des enjeux. Comment évalue-t-on la progression de l'étudiant? Et c'est à travers les productions complexes et le fait qu'on va toucher aux mêmes éléments de compétences, en tout cas aux mêmes compétences qu'on est censé avoir défini nos niveaux de développement. C'est pas si simple que ça, puis ça demande un premier travail et une réflexion parce qu'au début, ça nous paraît très facile, puis quand on y réfléchit, on se dit, oui, mais attends, comment je m'assure de la progression et qu'est-ce qui se passe quand un étudiant régresse ou qu'on a la perception qu'il régresse? Comment on se situe face à ça? Donc ça, c'est en effet des discussions collectives qu'il va nous falloir avoir et qu'on prenne position sur comment on l'assoit, cette trajectoire de développement qui sera quand même tout au long du parcours des temps T qui sont pris. Effectivement, c'est difficile de s'en échapper complètement. La question de la souplesse et de la liberté académique, hein, ça, c'est l'enjeu de la majorité des établissements. Effectivement, je crois qu'il y a une prise de conscience de se dire on ne peut pas d'une part prôner une approche par compétence en disant qu'on amène les étudiants dans cette perspective-là et dire en parallèle, mais j'ai juste 2 heures d'un examen sur table. Je pense que là, il faut être clairement capable d'énoncer le désalignement. Après, il y a un choix aussi institutionnel ou d'équipe de se dire, mais est-ce qu'on va là et on va vivre avec notre désalignement et est-ce qu'on est à l'aise avec ça ou bien est-ce qu'on pousse plus loin puis on se la pose cette question-là? Je voudrais qu'il y a plusieurs établissements où les collègues ont dit non mais ça suffit, là, on a fait tout ce travail-là, on ne va pas se bloquer maintenant et à force de pousser la porte tranquillement, pas vite, ils ont réussi à atteindre leur cible pour que ça fasse plus de sens. Et c'est vrai cet enjeu d'équilibre, Delphine, que vous soulevez entre cours versus évaluation et pourtant les étudiants, eux, considèrent que les évaluations, c'est la chose la plus importante du parcours. Or ici, l'idée de la SAE, c'est qu'elle dit il faut absolument que les UE soient contributives évidemment aux évaluations, non pas dans une simple vérification de checklist de connaissances ou de savoir-faire, mais bien dans une logique beaucoup plus complexe aussi d'amener les étudiants à faire des choix par rapport à ce qui leur a été proposé puis à les faire avec intelligence. Mais c'est pas toujours facile de trouver l'équilibre. J'en ai bien conscience. Est-ce que ça va, Frédéric? Ça semble… Oui, en ce qui concerne les questions, oui. Parfait. Je vous propose de continuer, puis vous n'hésitez pas. Vous voyez que mon assistante fait les choses vraiment bien, donc profitez-en. J'invite quand même tous les participants à lever la main pour prendre la parole, vu que le clavardage marche pas pour Christelle, n'hésitez pas à prendre la parole. Ouais, mais je ne suis pas la seule, hein, il ne marche pas non plus pour Vincent. Vas-y, Isabelle. Oui, merci. Je n'osais vous interrompre, Madame Lison, donc merci pour cette intervention qui me fait réfléchir. Alors, j'espère que je vais pas être… C'est l'objet de ma dernière, de mon dernier petit mot là de commentaire, c'est que je suis extrêmement en phase avec vous sur le fait que dans notre métier, on n'a pas forcément besoin de tout le temps noter.
et de proposer des activités aux étudiants pour l'activité. Hein, et je, en tout cas, d'expérience en tant que responsable de master, je m'aperçois que les fois où je propose un format un peu en dehors des clous, sans notes, mais qui rentre vraiment dans ce que je veux que les étudiants puissent, enfin voilà, la montée en compétences professionnelles des étudiants, ben, pouf, l'étudiant ne suit pas. Alors, je ne veux pas être trop longue, mais une expérience. Je mets mes étudiants depuis 3-4 ans sur la plateforme My Job Glasses, où je leur demande de rentrer en contact avec des professionnels pour s'acculturer à un certain nombre de métiers et de missions avec un exercice. Je leur demande de rencontrer minimum trois professionnels. J'ai mon dashboard. Je sais pertinemment que si en bout de course, je ne leur dis pas je veux une restitution et un rapport d'étonnement qui sera noté, eh ben, ça ne va pas le faire. C'est terrible. Vous avez tout à fait raison, Isabelle, et je vous dirais que le côté terrible, c'est qu'on les a habitués à ça. C'est-à-dire qu'on leur a tellement dit, ben, si c'est pas noté, ça vaut pas, mais pas l'effort, qu'on est vraiment rendu à une posture dès le départ, effectivement, des étudiants qui font ça. Donc, vous avez raison, je pense qu'on n'aura pas le choix à un moment donné, quand même. Et puis, je vais vous donner un exemple qui va dans le même sens. Une étudiante qui un jour m'a dit, ben, vous n'avez pas le droit de nous interroger sur ce contenu parce que ça a été vu dans un autre cours, puis là, vous voulez qu'on le remobilise. Je dis, ben, c'est bien de valeur, mais en fait, j'ai tous les droits. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire, en réalité. On n'est pas dans du cumul de connaissances, on est dans de l'intégration. Mais c'est un modèle à changer et il va nous falloir quelques tours de génération d'étudiants. Oui, simplement, oui, voilà. Je crois qu'il faut quand même tenter de participer à l'exercice. Et par ailleurs, des fois, je trouve que comme enseignant-chercheur, on accorde peu de points dans la notation et ce qui donne quand même une coloration à partir d'un système est basé là-dessus, sur des activités qui sont relativement chronophages mais intéressantes pour les étudiants, mais de peur d'avoir de la subjectivité ou de se dire oh là là, je ne sais pas comment ça va être perçu, des fois on y accorde peu de points. Et je pense à une enseignante que j'avais rencontrée par exemple en histoire où les étudiants étaient invités à proposer une exposition autour d'un historien, puis il y avait toute une activité organisée. Et au final, ça valait 10% de la note. Et un des retours des étudiants, c'était de dire bah, c'est génial, mais tout ça pour 10% quand les 2 examens valent les 90 restants. Je vais faire le minimum, puis je vais… Et c'est vrai que je crois aussi que parfois, il va nous falloir rééquilibrer le poids des SAE versus les autres évaluations dites plus simples dans le processus. Merci beaucoup pour votre réponse. Je suis tout à fait en phase. Et juste pour finir, voilà, notre métier change, on ne va plus travailler en silo, c'est terminé. On prend, finalement, c'est ce qui se passe dans les entreprises depuis un certain nombre d'années. Donc, il va falloir déconstruire pour reconstruire. Effectivement, ça va prendre du temps de travailler en mode collaboratif et horizontal. Exactement. Et si vous regardez les exemples d'évaluation que propose Préjean sur la DIA, c'est impossible en fait de le mener seul, ni pour les étudiants, ni pour nous comme enseignants-chercheurs. Et c'est vraiment là, par contre, qu'on va avoir toute l'expression de ce que les étudiants vont travailler à développer. Et c'est vrai que vous avez raison que si on prend le monde entrepreneurial aujourd'hui, il y a quasiment plus de milieux professionnels qui nous permettent de fonctionner comme un individu isolé au cœur d'une entreprise parce que ça ne fonctionne pas aujourd'hui. C'est ce qui fait aussi que je ne possède pas l'ensemble des compétences ni des connaissances autour d'un même élément et d'un travail. On est forcément dans quelque chose qui est beaucoup plus collaboratif et ça va être l'enjeu du travail collaboratif. Vous savez que quand on a de la difficulté ou qu'on va rencontrer les employeurs pour comprendre pourquoi ils se séparent de certains de leurs jeunes diplômés, et quand je dis jeunes diplômés, ce n'est pas nécessairement en âge, c'est personnes qui viennent d'être diplômées de nos établissements, ils vont parfois revenir sur l'espace collaboratif. Ils disent, en fait, ils sont bons en termes de contenu, mais ils sont incapables de collaborer. Ils ont du mal à partager, ils ont du mal à expliquer ce qu'ils ont fait, ils ont du mal à faire preuve d'empathie, ils ont du mal à s'inscrire dans une dynamique collective où on se donne des informations. Et c'est parce que nous aussi, beaucoup dans nos milieux
académiques, on les a amenés à être dans des positions très solo, sa note, en compétition avec les autres. Nous-mêmes, comme enseignants-chercheurs, on est le produit de ce système et c'est difficile des fois de vouloir changer le système quand tu as réussi dans celui-ci. On est des produits qui avons réussi et donc on doit essayer de changer une culture. Et ces cultures-là, elles viennent vraiment dans des approches collaboratives, mais quand on est capable d'entrer, hein, moi j'ai une belle expression qui dit qu'on va manger l'éléphant une bouchée à la fois. Moi, je pense qu'on est capable d'avancer, mais ça va prendre du temps. Il faut accepter qu'on va faire des petits pas, mais il faut commencer quelque part. Mais si on regarde cette liste d'exemples de situations authentiques, probablement que vous en avez déjà plusieurs dans vos espaces de formation. Donc, on va pouvoir aller raccrocher aussi des éléments. C'est peut-être parfois aussi l'occasion de nettoyer certaines évaluations. Je vous donne un exemple concret. Dans un programme de formation en économie-gestion, on est arrivé à la conclusion que les étudiants faisaient 7 fois un SWOT tout au long du programme, hein, le fameux tableau menaces, faiblesses, opportunités et forces. Et quand on a interrogé les enseignants, ils disaient, ben, je ne savais pas que les autres le faisaient. OK, ben, c'est essentiel en gestion, mais ce n'est pas le seul outil. Puis il y a 2 enseignants qui nous ont dit, crime, avoir su que les autres le faisaient, je ne le ferais pas. Moi, j'haïs ça, évaluer ça. Je trouve que ce n'est pas intéressant dans mon cours. Donc, on voit bien la force du collectif. L'approche par compétence, elle va nous permettre de mettre sur la table ce type d'objet et de se dire ben, comment collectivement on peut s'assurer qu'on atteint notre niveau par une diversité de choses. Certains vont avoir plus d'intérêt, plus de facilité en fonction aussi de leurs UE hein, à s'insérer dans certains éléments. Pour d'autres, parfois, ça va demander un peu de travail et parfois, on va peut-être se demander aussi la pertinence de cette UE dans le programme. Entendez-moi bien, tout comme je vous précisais tout à l'heure qu'on parlait de l'évaluation des apprentissages des étudiants et non pas des étudiants, on peut interroger la pertinence d'une UE dans un programme de formation, non pas la pertinence du collègue qui enseigne cette UE. Ce sont 2 choses très différentes. Un accompagnement que j'ai fait récemment où il y a quelqu'un qui disait mais la collègue se sentait très jugée, mais elle était incapable de rattacher son UE à aucune des compétences qu'on avait développées, alors que toutes les autres UE, on y voyait des liens. Il y a un moment donné où on peut aussi assumer collectivement que ça n'est peut-être plus une ressource dont on a besoin par rapport à notre profil de diplômé, par rapport aux compétences qu'on veut développer. C'est aussi l'occasion des fois de faire du ménage et ce n'est pas toujours négatif de faire du ménage, même si des fois ça peut sonner dans cette impression-là auprès de nos collègues enseignants. Alors, pour y arriver, on revient sur l'idée aussi que je peux avoir des évaluations individuelles et ou des évaluations collectives. Là, vous allez me dire, oui, mais on ne diplôme pas des collectifs d'étudiants. Vous avez raison. D'ailleurs, la plupart des programmes de formation vont avoir des règles quant à un pourcentage maximum, par exemple, d'évaluation collective, où on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'on peut pondérer de manière individuelle une évaluation collective? Ce sont des enjeux, il y a des stratégies, mais l'idée est d'amener aussi le fait que les SAE, si vous regardez dans la perspective de Georges Epoumé, ils vont dire, ben, ça se peut qu'il y ait des choses qui soient réalisées en équipe. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de voir ce que l'étudiant a fait ou de lui demander d'aller lister ou de participer à toutes les étapes. On peut regarder comment il s'organise, mais dans la vraie vie aussi, dans un monde professionnel, on ne fait pas tous tout le temps. Et là, vous pourriez dire, oui, mais nous, enseignants-chercheurs, on fait tout. Ben, ce n'est pas complètement vrai. Des fois, on va embaucher un étudiant pour faire notre collecte de données ou notre analyse de données ou notre analyse de littérature. On va avoir une diversité. L'assistant, il va peut-être faire les manipulations en laboratoire. Donc, on est tous dans une perspective où on est très dans une posture collaborative. Donc, ça se peut que vos SAE, elles soient des évaluations collectives, autant réalisées par les étudiants que par les enseignants et qu'elles soient en complémentarité d'autres activités, mais non pas en double. C'est-à-dire que parfois, il y a peut-être des évaluations que je vais éliminer et la mettre dans cette SAE où je vais avoir un volet individuel, un volet collectif. Je pourrais avoir une réflexion individuelle sur la SAE, mais certaines portions collectives. Donc, dans cette idée, l'étudiant, évidemment, dans l'approche par compétence, il y a un élément fort avec les SAE, c'est qu'il soit en mesure de s'auto-évaluer. Ça fait l'écho à cette idée de progression dont vous parliez tout à l'heure, Isabelle, hein, que l'étudiant se voit progresser au cœur de ses compétences, que l'équipe enseignante le voit progresser, que nous aussi, on voit notre progression dans notre parcours de formation. Évidemment, l'enseignant, il reste le détenteur de l'évaluation. Hein. L'enseignant, l'équipe enseignante, vous ne disparaissez pas dans une approche par compétence. Au contraire, tout le sens de votre évaluation reprend de la force par rapport au processus.
L'idée que les pairs étudiants peuvent s'inscrire dans une évaluation dans les approches par compétences face au projet. Vous savez, il y a une expérience qui avait été faite à Lyon 1 où les étudiants étaient invités à faire des présentations autour de certaines thématiques. C'était un projet de fin de maîtrise dans un groupe en biochimie. Et l'enseignant, quand il a mené l'expérience, ils étaient 3 enseignants, ils s'étaient mis ensemble et leurs étudiants avaient des groupes et il y avait des thématiques où ils regardaient les 3 disciplines ou sous-disciplines à l'intérieur de la biochimie et ils devaient faire des présentations. Et on avait construit avec les enseignants une grille d'observation des présentations. Donc, les étudiants étaient invités à positionner leurs collègues à travers la grille. On l'avait présenté aux étudiants, évidemment, elle avait été expliquée. Les enseignants remplissaient aussi la grille de leur côté. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y avait 12 groupes de 3 ou 4 étudiants. Et quand on a regardé, eh bien, je vous dirais que les 3 premières déjà et les 3 dernières dans le classement étaient identiques entre les étudiants et les enseignants. Les équipes enseignantes, les 3 enseignants et tous les étudiants étaient d'accord sur le positionnement. Celle du milieu avait des fois quelques flottements, mais je vous dirais qu'en fait, les étudiants étaient souvent plus sévères avec leurs collègues que l'étaient les enseignants. Mais les enseignants se sont assis, se sont dit, c'est quoi la situation qu'on va proposer authentique? Qu'est-ce qu'elle nous permet de développer? Ça vaut la peine de leur proposer une tâche plus complexe et plus authentique sur nos 3 UE, plutôt que chacun faire une tâche qui va faire moins de sens. Ça peut être par un professionnel, si votre SAE s'inscrit dans un stage, et on va le trouver dans plusieurs programmes de formation, un professionnel pourrait évaluer le niveau de compétence des étudiants. Attention, ça veut dire qu'il faut travailler quelles compétences il évalue, comment et avec quel outil. Il faut aussi qu'on soit méfiant. Des fois, notre langage universitaire nous paraît très simple, mais quand on est un professionnel en exercice, c'est parfois moins simple les termes qu'on utilise. Et puis, la plateforme. Je vous l'ai dit, par contre, pour moi, elle peut évaluer certains éléments dans les apprentissages critiques, mais elle ne peut pas être la seule contributrice à l'évaluation des compétences. Il y a quelque chose là où, pour moi, elle peut toucher certains éléments, notamment sur les éléments de savoir, l'espace cognitif, ce domaine-là, beaucoup moins sur le reste. Donc, je ne l'élimine pas, mais je reste plus vigilante à me dire que ça n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, on le voit, si vous avez peut-être déjà utilisé une intelligence artificielle pour corriger des travaux, ça ne donne pas toujours le meilleur effet. Donc, il faut rester extrêmement vigilant et avoir une perspective critique face à ce type d'outils. Alors, une fois que j'ai ramassé mes données, que je me dis, j'avais identifié mes compétences, mes acquis d'apprentissage visés, on a fait nos éléments de SAE, on a fait nos choix, comment je m'assure maintenant d'interpréter mes données pour pouvoir donner le niveau de compétence de l'étudiant? D'abord, se rappeler qu'il faut être très explicite. Quelles compétences vous évaluez, quel niveau de développement, quels apprentissages critiques. Il va falloir être quand même précis dans ce qu'on évalue. Je ne peux pas juste dire « j'évalue manager une équipe ». Oui, mais il va falloir aller un petit peu plus loin. Il y a un travail dans notre alignement. Il faut que je déroule ma ligne de compétences pour pouvoir le faire. Il faut que je sois explicite avec mes collègues quand je suis dans une approche collective. Il va falloir que je sois explicite avec les étudiants. Je vous rappelle que l'une des idées de l'approche par compétences, c'est la lisibilité de ce qu'on propose pour les collègues, pour les étudiants, pour les vacataires, pour le milieu professionnel. Donc, il faut qu'on soit explicite nous-mêmes. Si on a du mal à l'expliquer, ça part mal. Alors, clarifier mes critères en lien avec mes acquis d'apprentissage, et je vais revenir dessus. Clarifier ce que j'attends de mes étudiants. Quand tout à l'heure, on parlait de progression, Isabelle, c'est vraiment cette idée dans le trajectoire de développement. Quels sont les attendus? Et comment je m'assure que je ne fais pas du nivellement par le bas? Parce que là, vous me dites, oui, mais peut-être que c'est ça, justement, des fois, l'approche par compétence, on nivelle par le bas. Il y a une collègue qui m'a dit ça récemment dans une formation. Et puis, je lui ai dit, mais en fait, les seules personnes qui nivellent par le bas, c'est votre choix quand même d'avoir fait. Elle dit, ouais, mais on était trop exigeants par rapport à eux. Mais là, il faut qu'on se positionne. Est-ce qu'on veut atteindre notre niveau d'exigence et on se demande comment on y arrive? Ou bien on assume de se dire, non, non, ça c'est exagéré et nous faisons collectivement le choix de placer le curseur ailleurs. Mais ce n'est pas du nivellement par le bas, c'est un choix collectif qu'on va faire. Mais on ne peut pas le faire à rebours. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où j'évalue où je me dis, ah ouais, tu sais, ils ne sont pas bons, je vais rajouter 5 points à tout le monde. Ça ne fait pas de sens. On est dans une perspective où on a dû faire le travail en amont et vivre avec ce que ça va nous donner. Et troisième élément clé, je vais vous le montrer, c'est le croisement entre ces fameux critères
et nos niveaux de performance possibles. Alors, un des éléments quand on est face à une SAE, je vous l'ai dit, c'est comment on utilise une grille. Alors là, vous le voyez, il y a de la description à l'intérieur de mes éléments, mais ce n'est pas ça qui est intéressant ici. Ce que je veux vous montrer, c'est que j'ai donc ici une première compétence qui est analysée de façon réflexive et critique des pratiques de formation par l'adoption d'une position de praticienne chercheuse ou de praticien chercheur. Donc, vous voyez qu'il y a la composante essentielle ici qui aurait dû être mise à part, mais ce n'est pas ça qui compte. Hein. La compétence étant analysée de façon réflexive et critique des pratiques de formation. Et là, les collègues ont défini 3 niveaux dans leur cas. En deçà du niveau de compétence attendu, parce que pour vous dire, eux, ils ont un seul niveau de trajectoire de développement parce que c'est un tout petit programme. Donc, il n'y a pas plusieurs années de formation, c'est un one-shot sur un tout petit temps. Un niveau de compétence attendu et au-delà de ce qu'ils attendraient. Et pour chacun, ils ont mis des critères et indicateurs spécifiques. Donc ça, c'est leur fameux apprentissage critique. Hein. Alors eux, ici, vous le voyez, un des éléments, il devrait être formulé sous forme de verbe, mais l'idée était de partir dans cette logique-là. Et vous le voyez, ils ont décomposé finalement pour chaque morceau leur critères et indicateurs spécifiques. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils colorient sur la SAE produite par l'étudiant où est-ce qu'il se situe. Alors, en général, quand on va être dans une échelle descriptive, on va parler entre 3 et 5 niveaux. Parce que pour qu'on ait un positionnement qui soit efficace, et vous comprenez que si je dois décrire dans chacun des critères et donc faire la différence entre les colonnes, il faut que je sois raisonnable dans mes niveaux. Je vais vous en montrer une autre qu'on voit ici. Elle est à 5 niveaux, comme vous le voyez. On a le critère qu'ils ont défini. Eux, on ne voit pas en amont leur élément de compétence. Mais eux, vous voyez ici, ils ont mis échec, passable, bien, très bien, excellent. Quand on est à 5 niveaux, ça nous amène évidemment déjà à aller gratter pour chacun des niveaux, à comprendre pourquoi je coche bien ou très bien. Et vous voyez eux aussi, en dessous, ils ont une pondération en notes. Donc, eux, ils vont transférer quand même le niveau par une notation. Évidemment, ici, elle est sur 5 points, donc c'est facile, mais si elle était sur 20, on verrait que les niveaux ne sont pas nécessairement de 5 en 5, hein, elles se positionnent différemment. Leur idée, c'est de dire à partir de notre SAE, notre grille, elle nous permet de réduire la subjectivité. Elle nous donne pour chaque étudiant sur quels critères je travaille, quels indicateurs. Donc, les étudiants ont la grille, ils savent à quoi s'attendre et eux, ça leur permet après de dire, ben voilà, on a bien atteint notre apprentissage critique visé qui répond à tel niveau de développement pour notre compétence. Donc, on est vraiment en remontée du fil de réduction de la subjectivité. Dans cette idée, il y a un élément important dans l'idée de rendre explicite. Je vais identifier évidemment mes apprentissages critiques. Vous allez me dire, mais elle se répète, hein, on a compris. C'est vraiment une clé du départ. C'est eux qui sont votre cible avec vos composantes essentielles pour avoir du concret, de l'opérationnel, pour mettre en mots vos compétences de manière concrète. C'est elle, votre cambouis, où vous vous dites, OK, si j'ai ça, je pourrais inférer mon niveau de compétence. Donc, c'est un élément important. Ensuite, je vais avoir mes critères. C'est qui mes critères d'évaluation? Qu'est-ce que je regarde? Typiquement, quand on propose aux étudiants de faire une présentation orale, on va souvent avoir un critère autour de la présentation en elle-même, l'aspect formel de la présentation. Non pas les contenus, mais la forme de la présentation. Et puis, un des éléments qu'on pourrait questionner, c'est où est-ce que les étudiants ont développé ça? Qui leur a donné quelles ressources pour leur permettre de savoir comment réaliser une présentation de qualité? Eh bien voilà, typiquement, la présentation orale, c'est un moyen d'évaluation, c'est rarement un objet d'enseignement. Et là, à nouveau, vous allez me dire, mais Christelle, mais je n'ai pas 50 heures à mettre. Attention, rappelez-vous que les ressources, ce n'est pas uniquement de l'enseignement. Ça pourrait aussi mettre à disposition des étudiants en disant, pour réaliser votre présentation orale, je vous ai proposé un petit PowerPoint où je me suis enregistrée qui vous donne les bases d'une bonne présentation. Je vous ai déposé un fichier qui vous dit à quoi être attentif dans votre support à la présentation. En fait, je vais permettre à l'étudiant d'avoir accès à des ressources ou lui dire, regardez cette présentation YouTube, elle va vous expliquer comment faire une bonne présentation. L'idée, c'est de favoriser que l'étudiant soit en mesure de trouver les ressources. C'est sûr que quand je suis un étudiant en fin de master, je devrais commencer à savoir comment je réalise une présentation ou si pas, où aller chercher l'information. Je veux dire, mon fils, il a une présentation à faire pour l'école demain, eh bien, de lui-même, il est allé sur Google et il a dit, Google, comment on fait un PowerPoint?
douté. Il y a un moment donné, il s'est dit, bon, ben, je ne sais pas comment faire, je vais chercher. Après, je l'ai accompagné, évidemment. Mais sa première réaction, c'était ça. Et des fois, nos étudiants en première année, ils se sentent un petit peu démunis et ils ne savent pas comment procéder. Donc, vous pourriez aussi avoir du retrait graduel dans le développement de l'autonomie, évidemment. Choisir les niveaux possibles, hein, le 3 à 5. J'insiste, mais n'en mettez pas trop. Et rappelez-vous que le niveau critique, c'est celui de l'échec. Parce qu'une fois que vous aurez coché cette case-là, vous ne pourrez pas mettre la note moyenne à l'étudiant, en tout cas pas sur ce critère-là. Il aura forcément un échec. Donc, c'est un élément clé. Et ce qui est intéressant quand on en discute avec les collègues dans la création de nos grilles critériées pour nos SAE collectives, c'est de réaliser qu'on n'a pas tous le même niveau au niveau de l'échec. Moi, j'ai vu des équipes où il y a eu des sacrées discussions en disant « Ah, mais donc toi, si l'étudiant fait ça, tu considères que c'est un échec ?» Ah, ben moi, je trouve que c'est quand même passable. Donc, on a discuté de qu'est-ce que c'est notre trajectoire de développement. C'est quoi le seuil attendu à tel moment dans notre parcours, ce fameux instant T dont parlait Isabelle. Et la grille critériée, par contre, elle visualise la progression. Quand je coche l'étudiant, par exemple, dans la case passable, eh bien, il peut voir ce qu'il pourrait faire pour aller à bien, très bien, excellent. Donc, il va voir mon descriptif, hein, ma formulation de descripteur dans la case. Donc, si pour mes 4 compétences, je suis capable de comprendre où est-ce que je l'emmène à son temps T, eh bien, j'ai comme ma matrice qui permet de dire, ben voilà, mon bel ami, tes apprentissages critiques, tes compétences, hein, imaginons un formulaire, le fameux fichier Excel que Frédéric nous prépare pourrait d'ailleurs être même retravaillé dans cette perspective-là comme outil utilisable, où je verrai ma compétence, mes niveaux de développement, mes apprentissages critiques et ma formulation de mes niveaux en disant, ben nous, on s'est entendu que pour toutes les SAE, par exemple, de cette année-là ou de ce parcours-là, ce sera les 4 niveaux suivants. Dans les équipes que j'accompagne, il y en a plusieurs qui font des choix collectifs pour dire, mais on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. On s'est entendu pour tout le programme de formation, on a installé 4 niveaux ou 5 niveaux parce que c'est le plus facile pour tout le monde, puis on s'entend là-dessus, puis ça aide à ce que l'étudiant comprenne. Bien évidemment, chacun a ses critères, on va les reformuler selon les acquis d'apprentissage et les compétences, mais on peut aussi en mobiliser certains plusieurs fois parce qu'on a le même critère dans 2 acquis d'apprentissage pour venir l'évaluer. On peut aussi se laisser une zone de flottement. Je ne dois pas avoir plusieurs fois les mêmes composantes essentielles ou les mêmes apprentissages critiques, mais je pourrais avoir les mêmes critères et indicateurs pour en évaluer certains parce qu'ils me paraissent cohérents dans les 2 apprentissages critiques. Et puis, je pourrais évidemment transférer pour avoir un barème et une pondération. Comme je vous le disais, il y a des programmes qui ont choisi de ne plus avoir de notation. Donc, eux, ils vont rester avec leur grille et pas nécessairement se rendre jusqu'à une note. C'est parfois un positionnement. On va voir aussi maintenant, parce qu'il y avait des discussions quand même à certains endroits sur la notation et comment elle était traduite par la suite, dépendamment de l'établissement dans lequel vous alliez. Je vous donne un exemple concret. L'étudiant qui provient de la France avec le système de notation français, quand il veut arriver pour s'inscrire, par exemple, dans un master au Québec, eh bien, on va avoir une grille de traduction des notations. C'est-à-dire qu'on prend les notes, puis on dit, bon, dans le système québécois, à quoi ça correspondrait? Et on va augmenter substantiellement les notes de l'étudiant ou dire, ben, un 13 en France, ça équivaut à un 15 au Québec, et donc ça nous permet de rééquilibrer les choses. Évidemment, si ça se fait dans un sens, vous comprenez que ça se fait malheureusement potentiellement dans l'autre sens, avec parfois je dirais, certains a priori en disant dans tel établissement, les étudiants ne sont pas très bons d'habitude, donc on va mettre une échelle qui les amène vers le bas. Vous voyez, il y a des enjeux et ça fait en sorte que la note, ce n'est pas toujours le plus représentatif. Donc parfois, il y a des endroits où on va nous laisser la grille critériée en disant voilà le chiffre que ça donne, mais voilà surtout où est-ce que l'étudiant en est dans le développement de sa compétence. Et ça devient intéressant pour lui pour voir sa progression tout au long de son parcours de formation, évidemment, sur les différentes compétences qu'il aurait et à travers les différentes SAE qu'on va leur proposer comme équipe pédagogique. Évidemment, vous comprenez, ici, je vous le donne en exemple de l'approche par compétences en équipe, mais imaginons que demain matin,
Isabelle se disent, bon, ben nous, on n'est pas encore en approche par compétence, mais j'aimerais vraiment avoir une grille critériée pour le projet que je propose. Elle pourrait tout à fait en proposer une, même si elle n'est pas encore dans la démarche. Je peux avoir une grille critériée à un niveau d'un enseignement individuel dans une UE, à un niveau de ce qui serait une SAE, mais individuelle. Je pourrais tout à fait en avoir une. L'idée, c'est que quand on va s'inscrire dans une approche par compétence, elles vont être plus mutualisées à travers des SAE plus grosses et où il devient essentiel, si on est plusieurs évaluateurs, d'avoir la même grille critériée, qu'elle soit bien construite et bien comprise. Vous allez me dire, ça prend du temps de construire une grille critériée. Effectivement, c'est souvent à sa troisième itération d'utilisation qu'on en est relativement satisfait. C'est accepté que ça va prendre du temps. Mais quand j'ai des SAE, donc des situations authentiques, ça a des avantages. La première, c'est de favoriser un accord interjuge. La deuxième, c'est de rendre les choses très explicites pour les étudiants sur comment ils seront évalués et comment ils peuvent progresser tout au long du processus. La troisième, c'est d'éviter un certain nombre de biais, de fatigue, de formulations qui pourraient être maladroites. Ici, vous avez une base sur laquelle vous regardez les critères sans les échapper. Ils sont toujours écrits et dans la plupart des grilles, il va y avoir une case commentaire en bas. Et puis donc, ça va réduire la subjectivité quand j'ai un outil qui est positionné, qui est le même, qui est mes lunettes de lecture face à des situations complexes et authentiques qui sont beaucoup plus complexes que de la simple évaluation de connaissances. Quand vous évaluez des SAE, c'est beaucoup plus complexe. Donc, effectivement, ça va vous aider à réduire finalement votre subjectivité. Alors, évidemment, quand on est dans la démonstration de compétences, ici, vous voyez, je vous ai mis un exemple du LabSet. Eux, c'était autour d'un élément avec un portfolio. Dans celle-ci, la compétence non validée, composante essentielle démontrée, même si isolément, composantes essentielles bien liées entre elles, lien entre l'action et les apprentissages, préoccupation pour les résultats de l'action qui génère la vision d'un système dynamique et régulé en continu. Vous voyez que la note pour cette compétence va de 0 à 9 quand elle est non validée, de 10 à 12 en démontré, de 13 à 16 en composantes bien liées, et puis en 10 à 20 dans le système dynamique. Donc, il reste une part, évidemment, comme pour toutes les grilles critériées, souvent qui appartient à l'enseignant, une espèce de braguette dans laquelle il va rentrer. Et vous le voyez, l'idée, c'est qu'il y a des éléments de feedback qui sont donnés à l'étudiant. On va cocher finalement les éléments pour qu'il ait de l'information qui lui permette de comprendre ce qu'il a fait. L'idée, c'est de donner un feedback individualisé à l'étudiant. On va marquer la croix par rapport aux éléments du portfolio ici, mais de ne pas devoir l'écrire systématiquement. C'est un peu comme si là, vous génériez que quelqu'un l'écrit à votre place et que c'est toujours la même formulation. Donc, si les étudiants se comparent entre eux, ils ne discutent pas sur « ouais, mais pourquoi vous avez écrit probablement à lui, peut-être à moi, puis on a un demi-point de différence alors que c'est un synonyme. » Puis là, tu te dis « attends, c'était pas ça l'objet. » Mais parfois, les étudiants dans certains systèmes vont être très comptables avec la notation. Et là, je reviens à l'idée que c'est aussi nous qui les avons habitués parfois dans cette comptabilité. Mais donc, ça va nous permettre finalement de gagner du temps quand notre grille est bien faite vraiment sur l'évaluation. Je vous donne un exemple d'un programme qui commence à se mettre en approche par compétences, mais quand j'ai accompagné l'enseignant au départ, ils n'étaient pas là-dedans, c'était il y a de nombreuses années. Lui, il était en droit et il avait un de ses apprentissages critiques dans le cadre de son UE, c'était le fait de pouvoir rédiger une dissertation de qualité sur un élément en droit de la famille. Et lui, il voulait vraiment amener les étudiants à s'exercer à l'art de la dissertation. Donc, il y avait quelque chose pour lui de très important de comprendre les fondements d'une bonne dissertation, mais surtout d'être capable de les mettre en pratique. Donc, il me disait, mais il faut quand même bien que les étudiants écrivent. Sauf que lire et évaluer des dissertations, ça prend du temps. Et là, il me disait, tu sais, je mets beaucoup de temps à lire, à mettre des commentaires. Quand tu as 200 étudiants en droit, c'était tout un enjeu. Et on a construit ensemble une grille critériée. Alors, je peux vous dire qu'au début, il n'a pas trouvé ça facile. Il trouvait que quand je lui disais, bon, OK, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que c'est ça? Finalement, on a fait des essais sur ces évaluations antérieures. On l'a mise en pratique, on l'a revue. Mais il y a eu deux choses intéressantes. Il m'a dit, à la fin, je gagne quand même du temps parce que je me concentre sur l'écrit de la dissertation, à moins qu'il y ait des erreurs. Je ne mets aucune annotation. Je mets les critères dans ma grille, puis je mets un commentaire positif, un commentaire à améliorer. Donc, le positif, c'est à maintenir et le à améliorer, c'est un point clé que l'étudiant doit améliorer. Et non seulement il a réussi à ce qu'il puisse faire 3
évaluations de dissertation pendant son semestre pour les étudiants, mais en plus, il a proposé aux étudiants d'avoir 2 évaluations formatives faites par les autres étudiants. Et là, c'est intéressant, Isabelle, parce qu'il y avait évidemment des étudiants qui ne le faisaient pas, mais il y avait une bonne partie des étudiants qui quand même se donnaient la chance, et donc un pair évalué avec la même grille. Puis ce qui a été intéressant, c'est qu'à un moment donné, il regardait si les étudiants qui avaient fait les 5 essais avaient des meilleures notes. Alors, il ne l'a fait que sur une année, donc ce n'est pas des résultats qu'on pourrait considérer fiables, mais cette année-là, il a constaté que les étudiants qui avaient fait les 5 évaluations avaient une meilleure notation à la dissertation finale. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il a mis à l'épreuve sa grille critériée. Et puis là, bien sûr, les grilles sont réutilisées dans leur approche par compétence. Elle a été revue sur leur SAE, mais il y avait quelque chose du démarrage de la part de l'enseignant lui-même. Alors, souvenez-vous qu'à la fin de la démarche, le but, puis là c'est un exemple de Julien Douady et Yvon Pigeonnat, mais l'idée c'est d'arriver évidemment de se dire, bon ben comment on va le produire ça? Donc il y a quelque chose dans lequel l'université, par son principe, amène l'étudiant à dire, bon ben comment on arrive à attester ce niveau de compétence. Il y a quelque chose qui appartient aussi à l'institution, qu'il nous délègue en tant que groupe d'enseignants, on doit s'attendre, mais il faut qu'on comprenne que cela, à la fin, va amener un processus, puis une diplomation avec aussi une vision des compétences développées. Il faut qu'on soit lisible du point de vue des étudiants et des entreprises. On ne peut pas juste dire oui, oui, c'est fait, mais d'avoir aucun morceau. Comment on est capable de créer notre schématisation pour dire, ben, check, quand on le regarde, ça fait beaucoup de sens finalement. On arrive à un processus où, voilà, pour notre programme de formation, licence en chimie, voilà comment on procède. Licence en sociologie, voilà comment on procède. Mais quelle que soit la discipline, il y a une diplomation, puis il y a un développement de compétences réalisé par les étudiants. Donc, c'est un peu comme la photo globale de se dire à la fin, eh bien nous, collectivement, voilà comment on atteste du chemin parcouru et du développement que les étudiants ont fait. Rappelez-vous qu'évidemment, ça sert à la diplomation, mais ça pourrait aussi servir à un étudiant qui ferait une réorientation, être capable de savoir où est-ce qu'il en est dans son parcours de compétences, être capable de retourner dans un autre établissement en disant voilà où j'en étais dans mon développement de compétences selon ce que j'ai fait dans mes parcours antérieurs. Parfois, des étudiants qui ont un petit peu picoré, puis qui se disent ok, je vais tenter une validation des acquis d'expérience parce qu'à partir de certains morceaux, pour rentrer dans un autre programme, c'est intéressant d'avoir une vue plus globale que juste des titres de cours, puis des notes qui des fois laisse quelque chose, quand tu as des titres qui sont un petit peu sibyllins, ça n'aide pas nécessairement les personnes à voir ce que les étudiants ont travaillé et développé. Donc, c'est aussi une bonne occasion, cette approche par compétence, de rendre la lisibilité pour d'autres établissements et notamment quand on s'en va à l'international. Alors, rappelez-vous que quand j'évalue, j'ai des biais. Je l'ai en évaluation par compétence, je l'ai en évaluation dans des stratégies plus traditionnelles, mais s'assurer de la fiabilité, ça devient un enjeu. Et c'est vrai que des fois, quand on est avec des collègues, ben, ça nous fait du bien parce que ça nous permet de diminuer certaines choses, mais rappelez-vous que bien évidemment, vous aurez de la fatigue. Ce n'est pas évident et quand on corrige des situations complexes, la fatigue, elle peut rentrer en considération. Dépendamment des projets que vous allez recevoir, dépendamment des travaux que vous avez, comme avec les examens, ton ordre de correction peut influencer. J'ai de l'intracopie. C'est l'étudiant qui s'est trompé depuis le début et tout au long de la mise en situation, il a choisi le mauvais mot, le mauvais terme, ça ne va pas changer au fur et à mesure du projet. Les a priori que je peux avoir sur les étudiants, et c'est vrai que des fois, eh bien, quand on les a vus en classe, on a une vision d'eux qui peut être plus négative que ce qu'elle est, mais il y a des étudiants qui, dans les SAE, se révèlent alors que vous trouvez que ce sont plutôt des étudiants moyens en classe, que ce soit sur leur engagement, sur leur participation, sur leur niveau de connaissance globale de certains éléments théoriques. Mais tout d'un coup, ils se révèlent à travers les SAE. Et puis, penser, et ça c'est extrêmement important, c'est aussi pour ça que les grilles d'évaluation, elles nous amènent parfois à prendre un pas de recul sur les parasites non évalués. Si, par exemple, vous êtes irrité par la tenue d'un étudiant lors d'une présentation, mais que ça n'est pas dans la grille d'évaluation, ben, ça ne devrait pas être évalué. Et ça peut des fois jouer négativement. Exemple en lettres étrangères, une enseignante qui avait réalisé qu'ils avaient tendance à noter de manière plus systématique moins bien les étudiants hispanophones dans une langue qui était, il me semble, l'anglais, parce qu'elle disait, ben, en fait, ils ont un fond d'accent, mais après, j'ai réalisé que tous les étudiants hispanophones avaient le même, mais systématiquement, ils étaient pénalisés, alors qu'en réalité, c'est juste l'accent qu'ils ont de base qui fait que certains mots, certains termes, et elle était dans une thématique où visiblement certains termes étaient systématiques, et elle m'a dit, ben, à la fin, j'ai réalisé qu'ils étaient tous plus mal notés,
parce qu'en fait, cet aspect-là, ils l'ont malgré eux, entre guillemets, ils ne peuvent pas changer. M'expliquait-elle quelque chose au niveau presque du palais et de la langue, de son positionnement, et que chez les hispanophones, il y a certains sons qui sont moins faciles à produire parce que c'est lié à leur langue d'origine, langue maternelle. Donc, c'est assez intéressant de prendre en considération tous les biais non évalués qu'on peut avoir et d'en faire une prise de conscience quand on est collectivement. Des fois, ça nous permet de nous positionner à deux collègues, de dire « Wow, attends, peut-être que là, je m'en vais sur une mauvaise piste. La grille, elle va me permettre de me raccrocher à mes critères essentiels. » Rappelez-vous aussi que l'évaluation, elle fait partie du processus dans la trajectoire de développement de l'étudiant, dans son approche par compétence, il est là. Donc, il faut que je l'utilise de manière rigoureuse, mais de manière aussi parfois modérée. Cette fameuse note, on en a parlé. Il faut leur donner de la rétroaction, être capable de les positionner dans leur trajectoire de développement d'approche par compétence. Évidemment, vous l'aurez compris, une approche par compétence, c'est forcément avec des tâches authentiques et complexes. Puis, il y a une idée pour l'étudiant de voir sa progression, de voir comment il se situe dans ses compétences tout au long de son parcours et donc de mieux s'auto-évaluer et de s'auto-réguler. Là, je fais le lien avec les stratégies d'apprentissage dont on a parlé la fois passée. Les SAE que vous allez proposer, elles devraient permettre à l'étudiant de comprendre qu'il doit adapter ses stratégies d'apprentissage. Je dois aller vers des stratégies plus complexes quand je me situe dans des SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation authentiques, où on va faire appel à des stratégies bien plus complexes que la simple répétition ou l'apprentissage par cœur. Donc, il faut que l'étudiant, lui aussi, il soit capable de s'autoréguler puis de se dire « Oh, attends, là, je vais là, mais c'est plutôt par là qu'il va falloir aller. » On va être vraiment dans cette perspective. Et puis, je vous rappelle, j'insiste dessus, mais il y a vraiment des étudiants qui comprennent mal le processus évaluatif et qu'est-ce que c'est réellement évaluer, être évalué. Et dans une approche par compétence, il va vraiment falloir focuser sur l'idée qu'on peut traduire la chose en notes. Mais ce qui nous intéresse, c'est la construction des outils qu'on aura faits, c'est la construction des SAE comme collectifs qui vont permettre à l'étudiant d'exprimer son plein potentiel, de voir où est-ce qu'il en est de son développement. Et donc, ce n'est pas juste une affaire de notation, mais c'est bien une affaire de trajectoire de développement pour inférer ce niveau de compétence, puis dire, ben oui, collectivement, on a atteint notre mission, donc on va travailler avec vous en tant qu'équipe à la production et à la réalisation, la création de SAE qui soient pertinentes par rapport aux compétences que vous avez énoncées et de grilles d'évaluation qui vont nous permettre donc de les évaluer de manière rigoureuse, fiable, valide et donc de pouvoir aussi être mises en œuvre par l'équipe enseignante et qu'on n'ait pas un seul enseignant qui soit porteur d'une SAE. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.